Carlo Alberto Brusa, qui est avocat, ancien candidat de Forza Italia. Merci de nous avoir rejoints. Vous allez bien évidemment réagir sur cet acte 13 des Gilets jaunes, avec les tensions que l'on a pu voir extrêmement dures du côté de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces images? Ça m'inspire plusieurs réflexions. On a trop tendance actuellement à commenter les effets, les effets en permanence, c'est-à-dire les actes de violence, etc. Et j'ai l'impression qu'on oublie le point de départ de la protestation. On oublie la source de ce qui est le désespoir de beaucoup de gens. Je vais vous demander de poursuivre tout à l'heure. M. Broussat, on l'a vu tout à l'heure, quelques heures entre policiers et manifestants. Est-ce que ces débordements étaient inévitables selon vous? Ils sont toujours inévitables. Dans l'état actuel de choses, vu la tension qui existe toujours dans ce pays, chaque fois qu'il y aura une manifestation, on ne pourra pas imputer qu'à des extrémistes ces actes. Il y a une rage profonde dans le peuple français. Et ce ne sont pas les petites manœuvres gouvernementales ou du président en allant, je dirais, se pavaner pendant des heures dans des plateaux et, je dirais, tenter de noyer le poisson que les choses pourront changer. L'écoute du peuple ne passe pas par des mises en scène folkloriques avec des invités triés sur le volet, avec des questions qui sont préparées en avance et avec un monsieur qui est un président de la République qui naturellement a une certaine culture, une certaine formation théâtrale et qui peut jouer pendant des heures la mise en scène. Alors, le peuple français a faim et ceci doit être bien compris par les parlementaires. Le symbole de l'Assemblée nationale, l'attaque à l'Assemblée nationale, qui est attaque, je vous rappelle, acte 6 ou 7, c'est l'Arc de Triomphe, et aujourd'hui, acte 13, c'est l'Assemblée nationale. Le simple fait de vouloir attaquer un des symboles du pouvoir législatif, c'est le signe que là aussi, on ne croit plus à cette chambre d'enregistrement qui est là pour enregistrer les lois qui sont décidées de manière que je dirais quasiment despotique, parce que quand vous représentez en tant que président 22% des Français et que vous imposez une politique aux 80 restants, aux 70 restants, il y a un problème de démocratie. Vous savez, quand je suis arrivé en France il y a 35 ans, je suis venu dans un pays où j'ai appris, sous le fronton des immeubles, des palais, et notamment aussi des palais de justice que je fréquente, liberté, égalité et fraternité. Trois principes qui sont nés de quoi? De la Révolution française. Alors la Révolution, maintenant, on peut l'étudier de manière historique, détachée. Mais la France est un pays et un peuple qui a su faire évoluer le monde à travers quoi? À travers la culture, à travers des génies, mais aussi parfois avec la violence. Parce que parfois, et vous savez qu'il y a dans nos principes constitutionnels, il y a aussi ce qu'on appelle la résistance à l'oppression. Or, vous savez, la résistance à l'oppression, c'est un principe très fort. Quelle oppression? L'oppression de la loi, elle est toujours juste. Je vous rappelle que quand on étudie de la philosophie, on pense à Antigone et on dit que la loi peut parfois être injuste. Or, nous avons des lois qui sont injustes. Aujourd'hui, on voit ici le cortège donc progresser, remonter la rue de Rennes pour rejoindre donc Montparnasse. On va donc évidemment suivre ce cortège, l'évolution de ce cortège dans la capitale. À savoir que cet acte 13, il se déroule également en région sur les violences policière. Carlo Alberto Brusa, quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'usage de certaines armes par les forces de l'ordre françaises? Il est clair que... Est-ce que c'est un usage disproportionné selon vous? Alors, vous savez, j'ai trop l'habitude des prétoires pour plaider sur ce qui est une question de proportion, disproportion, la notion de normalité ou normalité. Il est clair que les forces de l'ordre sont là pour faire régner l'ordre. Et il est clair aussi que ce sont des pères de famille, des frères et des sœurs, des parents qui sont là. Je dirais que ceux qui sont devant ou derrière sont exactement la même personne. La seule chose, c'est que eux aussi, ils ont parfaitement le droit de se défendre. Maintenant, ce qui est la vraie question, est-ce que les armes qui sont confiées à des jeunes policiers sont-elles des armes proportionnées au type de défense qui est apportée? Parce que vu les conséquences dommageables de ce type je dirais, de pistolet avec des balles en caoutchouc qui voyagent à 500 km à l'heure et qui sont hyper dangereuses, et je vous rappelle
qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui utilisent ce type d'armes. La Suisse, c'est le pays de création. La France, l'Italie n'a pas adopté parce que ce sont effectivement des armes extrêmement dangereuses. Et il faut avoir une préparation pour les utiliser où on sait déjà la difficulté de nos policiers à travailler les armes de poing. Vous imaginez un peu, ils n'ont même pas le temps aujourd'hui de pouvoir s'entraîner pour éviter des dégâts majeurs. On va juste rappeler que ces armes, c'est le LBD, oui, le LBD. Donc les lanceurs de balles de défense, et puis les grenades GLI F4, dont l'usage fait polémique en Europe. Donc on rappelle, il y a un manifestant qui a été gravement blessé. On attend d'en savoir un peu plus. Il aurait eu la main arrachée, selon un journaliste AFP. Et ce sont des images que RT a diffusées. Et là, ce que vous relevez aussi, c'est la question de formation. Comment les forces de l'ordre sont formées sur ces outils, sur ces armes-là. Donc pour des armes de défense, s'ils sont peu formés, alors des armes comme des pistolets ou autres, c'est pire. Mais je voudrais quand même dire une chose qui me semble vraiment importante. Cela fait depuis le mois de novembre que nous avons des manifestations. Cela fait depuis le mois de novembre que les seules réflexions, c'est la répression. La répression est d'ailleurs la seule loi, j'attire bien votre attention, qui a été votée, c'est une loi qui renforce la répression. Est-ce que vous trouvez logique que face à un mécontentement populaire, dans lequel vous avez les Gilets jaunes, c'est une symbolique, c'est le peuple français. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est pas une identité. Ce sont des gens comme moi, comme vous, comme nous tous, qui ont décidé de dire stop à une certaine manière de faire la politique. Et la seule réponse qu'on va donner, c'est voter une loi. Il y a une semaine en première lecture pour le moment, mais elle va être certainement votée parce que de toute façon, il n'y a aucun problème de majorité. Et ça, c'est répondre au problème que ces Français ont voulu mettre sur la table. Le seul choix qui a pu être fait, c'est quoi? C'est de faire une opération parade à 10 milliards d'euros avec l'argent des contribuables, mais pas des réelles décisions. On va revenir là-dessus, vous parliez de on sait que cette semaine, certains représentants des Gilets jaunes ont rencontré des représentants du mouvement 5 étoiles en Italie. Qu'ont pu-ils se dire? Est-ce qu'ils ont des points communs, ces deux mouvements? Il y a des points communs parce que le mouvement 5 étoiles a des origines un peu proches en termes de naissance comme parti politique du mouvement des Gilets jaunes. En effet, au départ, on n'est pas dans une histoire politique ou d'une grande philosophie. On veut apporter des solutions sociologiques. Et d'ailleurs, 5 étoiles, ce sont 5 points de convergence de personnes autour de problématiques qui touchaient notamment les services publics, le partage de l'eau, par exemple. Et donc, à travers ces racines qui sont un peu sociologiques de ce parti, on trouve ces racines sociologiques du mouvement Gilets jaunes qui n'est pas autour de fondements politiques. Et c'est pour cette raison qu'il se crée une proximité et qui va aujourd'hui être très importante pour les prochaines élections à venir de l'Europe. Pourquoi? Parce que là, il y a deux idéologies qui s'opposent, deux grandes idéologies. Quelle Europe nous voulons? Est-ce que c'est une Europe qu'on veut toujours technocrate, fondée sur des politiques financières, ou on veut une Europe du peuple, quelque chose qui soit moins, je dirais, cette sorte de monstre qui est un peu l'image et qui est très loin des problématiques des gens. Et c'est pour ça que cette notion de mouvement populiste, etc., qui est très dénigratoire, peut aussi être revendiquée comme quelque chose de positif. Parce que si être proche du peuple, c'est quelque chose de négatif, alors faire de la politique, on l'a fait pour qui? Pour les martiens? Non, on l'a fait pour le peuple, pour les gens. Est-ce que prendre des dispositions en disant octroyons 100 € de prime, est-ce que c'est pas une manœuvre populiste? À certains égards, c'est pas une manœuvre rattachée à une grande philosophie. Donc c'est pour cette raison qu'il y a des points de convergence qui sont parfois un peu hybrides. Pour le moment, c'est un embryon. On ne peut pas tirer beaucoup de conséquences. Je dirais même qu'il faudrait placer cette rencontre de Di Maio avec les Gilets jaunes un peu dans le cadre de ce conflit qui oppose l'Italie et la France actuellement depuis quelques semaines. J'étais sur votre plateau ici le 22 janvier et j'avais dit que c'était la plus grave fracture politique entre ces deux pays et ça se confirme. Et aujourd'hui, ces images qui sont terribles, terrifiantes, cette main arrachée, c'est quelque chose qui va encore aujourd'hui nous toucher et nous faire voir le drame que nous sommes en train de vivre. Parce que, indépendamment de ce qui peut être le jeu entre les syndicats de police et les autres, il y a une réalité, il y a des gens qui sont blessés et qui resteront blessés à vie. Ouais. Et ça, nous devons le comprendre. Ce sont nos enfants qui sont dans la rue, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont dans la rue. Et c'est là quelque chose que nous devons prendre en compte. Il faut que les politiques réagissent, mais d'une manière beaucoup plus concrète. Il ne faut pas jouer ce
jeu-là. Sinon, il y aura un acte 14, un acte 15. Et la détermination des gens lors des réponses ne pourra être que plus forte, parce que quand on voit les images que nous avons vues là, en direct sur RT France, parce que vous êtes très très proche de toutes les manifestations, vous apportez une information qui est forte, et pas simplement un rideau de fumée autour de ce qui se passe, eh bien, ce sont des choses qui vont encore plus toucher les gens. Et c'est là qu'il va y avoir encore plus de violence, c'est-à-dire de rage de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Ce que vous avez pu observer, puisque vous parlez justement de ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale, au niveau du dispositif de sécurité, on a très peu d'informations sur ce dispositif de sécurité. On sait simplement, ce matin, on a appris qu'il y avait 4 blindés qui étaient prévus à Paris, 1 millier de policiers mobilisés dans la capitale. On a vu qu'au début du cortège, les forces de sécurité ont devancé ce cortège, reculé même, et on a vu l'intervention des forces de sécurité quand même assez tardive, si je peux me permettre cette remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez, et puis les débordements auxquels on a assisté. Je voudrais que vous donniez votre sentiment là-dessus. Quand on regarde, après, monsieur le secouriste va nous apporter quand on voit quand même que le symbole, un des symboles de l'État français, c'est quand même l'Assemblée nationale. Et quand on voit le nombre de policiers en tenue pour défendre ou pour protéger l'Assemblée nationale, je crois qu'on n'a pas mesuré les risques. On est très loin d'une organisation structurée, intelligente et forte autour des grands symboles de la République. Ça veut dire tout simplement que, après ce type de défense extrêmement violente, est plutôt une défense craintive, quand on frappe, quand on tire, quand on blesse, quand on est puissant, avant que les autres puissent attaquer, il y a, je dirais, beaucoup plus de réflexion. Alors que là, on est déjà dans le débordement. Qu'est-ce qu'il faudra faire jusqu'à la fin pour garantir la sécurité de tout le monde? Vous parlez de la manifestation d'aujourd'hui, oui, ou de ce qui va se passer samedi prochain ou Globalement, bien sûr. Globalement, c'est qu'il faut vraiment une réponse réelle. Il faut arrêter de tenter de jouer la montre en espérant que ce phénomène s'épuise. Le phénomène Gilets jaunes n'est pas un phénomène. C'est aujourd'hui un morceau d'histoire de la République. Ça veut dire que si on ne prend pas en compte comme quelque chose qui est désormais dans le cœur des Français, qui révèle une situation gravissime. Quand on voit ces images en Europe, j'étais en Italie lorsque on était à l'acte 6, à l'acte 7. Même ce qui était la réaction des gens, on avait même l'impression que les Italiens étaient, je dirais, quasiment dans une vision idyllique des Gilets jaunes. Parce que peut-être les Italiens n'ont pas eu le courage de faire ce que aujourd'hui les Français font. La situation en Italie, elle est quasiment identique à la France. 8 ou 9 millions de personnes en situation de précarité, situation que nous avons en France. Nous avons 6 millions de chômeurs, nous avons 3 millions de personnes qui sont en état de précarité. Nous avons aujourd'hui, tant en France qu'en Italie, un pourcentage de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire les fameux 800 €, critères européens pour déterminer le seuil, 11 millions de personnes. C'est quasiment le chiffre identique entre la France et l'Italie. Et quand vous êtes face à cette situation, et quand vous avez un président de la République, que la seule chose qui s'en intéresse, c'est aller faire les promenades mémorielles sur la Première Guerre mondiale, que le bureau du palais sont refaites aux frais de la princesse, que les images qui sont données, c'est le changement de la quincaillerie de la présidence de la République. Ça, ce sont les messages que l'on donne aux Français, avec des gens qui ont du mal à terminer. Et celui qui se lève le matin, parce que c'est la vérité, 1 200 € par mois, à SMIC, par rapport à celui qui ne fait rien et qui reçoit tous les allocs. Alors justement, on va écouter